Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreuses et nombreux pour assister à cette rencontre qui nous réunit sous l'intitulé Voyageuses et espionnes de fabuleux destins. Alexandra David-Neal, Vivienne de Waterville, Odette de Puy-Godot, Isabelle Eberhardt ou encore Valentine de Saint-Point. On pourrait rajouter évidemment Ella Maillard, entre autres. Après, il ne s'agit pas forcément de parler de ces femmes qui ont ouvert la voie, qui ont voyagé, qui ont écrit, mais il s'agit aussi de parler de nos invités, de leurs textes et des femmes qu'elles mettent en valeur dans les voyages. Alors, si vous voulez bien, pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table rapidement, parce que je pense que quand on est écrivaine, on ne s'intéresse pas par hasard à des femmes qui voyagent. Je pense que c'est inspiré aussi d'une vision du monde, de vos liens vous-même avec différents pays. Donc, je vais vous proposer de prendre la parole les unes après les autres. Évidemment, peut-être Fawza Zouari, parce que vous êtes ici à l'origine aussi de cette belle rencontre, ce Parlement des écrivaines francophones. Et s'il faut vous présenter, écrivaine, romancière, essayiste, une quinzaine de livres, dont certains récompensés par des prix prestigieux, le prix des 5 continents par exemple, et puis un nouveau livre dont on va parler qui est vraiment au cœur du sujet. Mais si vous voulez bien, donc, je vais vous dire Tunisie, France, Égypte, et je laisse la porte ouverte à d'autres pays. Quels sont vos liens avec ces pays et quelle voyageuse êtes-vous ? En fait, c'est une histoire folle qui s'est passée entre cette nièce de Lamartine qui est née en 1875 et qui est en France et qui est morte en Égypte complètement dans l'anonymat. Et on a dû l'inhumer en vendant une toile de Rodin dont elle était, à qui elle posait. Et donc, ce premier voyage, je ne croyais pas du tout qu'il correspondait au mien. Et puis un jour, j'étais en Tunisie, je n'avais pas du tout l'intention de partir nulle part. Pour moi, je restais dans ce pays-là. Et en fin de compte, à un moment, il a fallu, c'était ma génération, on continuait le doctorat en France et on revenait après au pays. Et donc, il a fallu que je vienne m'inscrire à la Sorbonne. Et je n'avais pas de sujet de thèse. Et en fin de compte, je me suis souvenu d'un article qu'un de mes professeurs français à l'université tunisienne m'avait déposé un jour et auquel je n'avais accordé aucune attention. Et puis tout d'un coup, parce que quand vous arriviez à cette époque où j'arrivais en France, donc en 1980, en 1979-80, on pouvait, en s'inscrivant à la faculté et en donnant un sujet de thèse précis, on pouvait avoir une carte de séjour. Et c'est comme ça que Valentine de Saint-Point a été la première à m'offrir cette carte de séjour, puisque je me suis inscrite en disant, voilà, je veux faire quelque chose sur cette femme, en n'y croyant pas du tout. Et en fait, je vais partir 10 ans de ma vie que je vais consacrer à cette femme. Et je disais que c'était une folie parce que il y a des moments où je me dis, bon, elle a fait le voyage et moi j'ai fait le voyage contraire. Il y a des fois, je me dis, mais elle est morte et moi je suis sa réincarnation. Il y a des fois où je regarde ma fille et je dis, c'est marrant, tu ressembles à Valentine de Saint-Point. Donc il y a une confusion des personnages, il y a quelque chose qui, à mon avis, on ne tombe pas sur un personnage comme ça. On n'écrit pas, hein, Sylvie, sur une femme ou un homme de l'histoire comme ça. Il y a entre nous une histoire commune. Voilà, Valentine d'Arabie, donc, qui est le titre de ce nouveau roman que vous publiez, Valentine de Saint-Point, qui est l'arrière-arrière-petite-nièce de Lamartine, et que vous allez suivre, en effet, pendant à la fois la moitié de sa vie en France, à travers cette biographie extrêmement documentée, érudite, passionnante, et ensuite la suivre dans la deuxième partie où elle va au Caire, au Liban, en Syrie, et puis elle meurt au Caire en 1953. Tunisie, France, Égypte. Voilà le triangle qui, ici, vous définit, Fawzia. Je passe la parole à votre voisine, Laurence Gavron, scénariste, documentariste, écrivaine. Vous avez publié une trilogie qui se passe en partie au Sénégal. Alors, il faut dire que le Sénégal, c'est un mot-clé pour vous dans votre vie, puisque c'est un pays que vous avez découvert il y a un certain temps, sur lequel vous avez publié
non seulement ces livres, mais fait de nombreux documentaires. Même si vous vous êtes intéressé aussi au Vietnam, par exemple, vous êtes l'auteur d'un documentaire à travers le Sénégal, et aux rappeurs néerlandais aussi, à travers aussi des chanteurs d'origine berbère. Vous n'avez pas travaillé sur ce sujet? En tout cas, le Vietnam à travers le Sénégal, et le Sénégal, qui est votre pays désormais. Racontez-nous comment est-ce qu'on a envie de devenir sénégalaise, d'avoir la nationalité sénégalaise quand on est de France, un coup de foudre. Oui, un coup de foudre, c'est une histoire un peu longue, je ne vais peut-être pas tout vous raconter, mais disons que j'ai connu le Sénégal dans les années... enfin, en 87, la première fois que je suis allée, c'était en 87. J'avais déjà des amies métisses sénégalaises à Paris, au lycée, etc. Et donc, je connaissais un peu un certain milieu sénégalais. Et ça a été un peu une évidence, un coup de foudre, effectivement, pour le pays, pour les gens. Et j'ai commencé à faire beaucoup d'allers-retours dans les années 90 entre Paris et le Sénégal, à faire des films là-bas, à faire des émissions de télé, des choses comme ça. Et puis je rêvais d'ailleurs j'avais écrit un premier petit roman, pas très sérieux, comme ça, sur une femme polyandre, parce que comme on parle beaucoup de polygamie en Afrique subsaharienne, enfin pas que subsaharienne d'ailleurs, je voulais faire l'autre point de vue. Donc c'est Pourquoi pas. tu me regardes moi? Afrique du Nord, non. On va tout savoir sur la vie personnelle de Fawzia aussi. C'était pas du tout ça. Et puis un jour, je me suis dit, je vais y aller, je veux m'installer là-bas. J'ai dit à mes parents que j'allais à l'essai pour 1 an, et puis évidemment, je suis restée. Et c'était à la fois la découverte comme ça d'une culture, d'un pays, d'une population, et en même temps, j'étais très vite dans l'évidence, quoi. J'étais bien. J'ai demandé la nationalité, on me l'a donnée, et j'ai fait effectivement pas mal de films. Alors le film sur les Vietnamiens, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'il y a une relativement importante communauté métisse vietnamienne, enfin vietnamienne, cambodgienne, etc., surtout vietnamienne, au Sénégal, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, parce que pendant la guerre d'Indochine, il y avait beaucoup de soldats africains qui étaient français à l'époque. Enfin, au Sénégal, il y avait la loi des 4 communes, donc les gens qui étaient nés dans les 4 plus grandes villes étaient automatiquement français. Donc ce n'était pas que des tirailleurs, c'était des officiers, c'était des soldats français qui ont été cantonnés avant, pendant et après la guerre d'Indochine au Vietnam, et qui ont ramené des épouses vietnamiennes. Et toutes ces petites dames qui sont arrivées dans un pays dont elles ne connaissaient rien ont commencé à faire des nems, à les vendre devant leurs portes. Et le nem est devenu vraiment un plat national sénégalais. Hein, je veux dire, ah oui, dans tous les mariages, les baptêmes, il y a des nems, il y a des beignets de crevettes, voilà. Donc ça, c'est un de mes films, effectivement. J'ai pas fait de film sur les rappeurs néerlandais, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Écoutez, c'est peut-être une vision du futur. Voilà, voilà. Ah ben justement, j'ai cherché quoi faire, ça tombe bien. Ouais. Non, j'ai fait beaucoup de films sur le patrimoine culturel sénégalais, des griots, un cinéaste, des musiciens, etc. Et sur des sujets un peu sociologiques comme ça, comme les Vietnamiens, les Libanais, les Cap-Verdiens. Et puis j'ai fait un autre film qui n'a rien à voir avec le Sénégal, sur les Juifs noirs en Afrique, parce qu'il y en a partout, mais ça c'est encore un autre sujet. Et je rajouterai les États-Unis, qui sont aussi au cœur, par exemple, du 3e livre de cette trilogie romanesque que je signalais tout à l'heure, Hivernage, Dakar Boy. Non, Boy Dakar. Boy Dakar, Hivernage, Foota Street, oui. Qui se passe à la fois dans le nord du Sénégal et à Brooklyn et Harlem, où sont certains personnages qui ont émigré. Nous en parlerons dans un deuxième temps, où il sera question effectivement du voyage dans vos livres. Mais je reste encore sur cette première approche, vous, voyageuse comme femme. Alors Muriel Augry, on peut dire aussi que vous êtes une voyageuse dans l'âme, puisque vous avez travaillé dans plusieurs pays. En Italie, où vous avez enseigné une quinzaine d'années, à la fois à Turin, mais aussi dans cette magnifique ville de Palerme. Et puis au Maroc, à Rabat, où vous vous êtes installé pendant 8 ans. Et aujourd'hui, vous êtes à l'Institut français de l'acier en Roumanie depuis 2 ans. Donc vous aussi, vous êtes une nomade. C'est ça vos destinations clés? Oui, si je peux rajouter qu'elle vient de faire un livre avec un Tunisien. Donc voilà, c'est tous les continents.
Absolument, merci Fawzia. Oui, le voyage a toujours été véritablement très présent dans ma vie. Je réfléchissais finalement, quand est-ce que réellement je m'étais confrontée au voyage? Finalement, tout simplement quand j'avais 10 ans, parce que j'avais des parents qui étaient enseignants, et à l'époque, on avait 2 mois de vacances, et mes parents avaient une voiture et une caravane, et on est parti l'année de mes 10 ans avec la caravane en faisant tous les pays d'Europe, Allemagne, République tchèque, Hongrie, Pologne, Bulgarie, Roumanie, et puis Grèce, Turquie, Grèce, et puis ex-Yougoslavie, Italie, et on est revenu. Et ça, je pense que c'est en effet, c'est mon père qui m'avait donné ce goût au voyage en me disant aussi, bon, on s'arrêtera dans les campings, et c'est toi qui dois réserver la place. Donc, je devais baratiner un tout petit peu en anglais, en allemand, le peu que je savais. Mais voilà, ça m'a donné le goût des langues et ça m'a donné le goût du voyage. Donc, qui irrigue vos œuvres poétiques, évidemment, vos nouvelles, et ainsi qu'un livre, Le voyage en Égypte, qui est consacré à un certain nombre de femmes, dont on va parler évidemment avec vous, qui ont fait ce voyage en Orient, dont Louise Collet voilà. en particulier. Oui, alors j'ai fait donc des études de lettres à la Sorbonne, puis je suis partie en Italie pour être lectrice à l'université de Turin, et à Turin, il y avait un centre de recherche sur la littérature de voyage, le CIEVI, Centre international, qui était également, qui était un peu le pendant d'un centre de littérature de voyage aussi à la Sorbonne. Et je travaillais à la fois à l'Institut français et à la fac de lettres. Et ayant cette double mission, je pouvais faire venir les étudiants dans les deux sites. Et je me suis rapprochée du musée égyptien. Et au musée égyptien de Turin, on m'a demandé de faire des conférences sur la littérature de voyage. C'était les grands voyageurs, c'était Flaubert, c'était Ducamp, c'était ces voyageurs que beaucoup connaissaient. Et on m'a mis entre les mains, un de mes collègues m'a mis entre les mains un livre de Amalia Nizzoli, qui est une voyageuse archéologue de 19 ans, qui a fait, à son époque, en 1860, des fouilles à Saqqara. Et donc, en voyant ce livre, je me suis dit, il doit y avoir d'autres récits. Et je me suis plongée donc, dans les archives, et j'ai réalisé donc, après un catalogue sur le voyage des femmes de lettres en Égypte au XIXe siècle. Et c'est là où j'ai découvert plus de 5 voyageuses francophones qui ont fait des expériences fabuleuses. Alors, je ne sais pas si Valentine de Saint-Point aurait pu croiser, parce que c'est évidemment pas tout à fait les mêmes dates quand Valentine de Saint-Point arrive en Égypte pour commencer à l'âge de 49 ans. Enfin, elle ment un peu sur son âge, 39 ans, 49 ans, mais après elle est tellement belle, elle éblouit tellement toutes les personnes qu'elle croise que les gens veulent bien imaginer qu'elle a 39 ans, mais peu importe. Il faut peut-être nous la présenter un peu plus quand même, Fawzia Zouari, cette Valentine de Saint-Point, cette arrière-petite-nièce de Lamartine, de qui elle aurait sans doute hérité ses talents d'écriture, puisqu'elle est poète, elle est romancière, elle est essayiste, c'est une femme qui écrit des manifestes, qui est extraordinaire dans le féminisme. C'est une des premières quand même à poser les bases du féminisme, qui s'intéresse à tous les arts, à la danse, à la poésie, enfin, qui est une bombe, enfin, je veux dire, dans tous les sens du terme. Et qu'on a malheureusement oublié, Et qu'on a oublié de façon incroyable, alors qu'elle a laissé des traces. Valentine de Saint-Point, comme le Saint-Point qui est le château de Lamartine, à Mâcon. Donc, effectivement, moi, j'ai souvent pensé à une sorte de conspiration du silence autour de cette femme qu'on n'aime pas. La première fois que je suis arrivée en France, la première personne que j'ai voulu interroger, c'était le comte de Noblet, qui était un descendant de Lamartine. Et il m'a dit, vous savez, mademoiselle, à l'époque, quand on prononce le nom de Valentine de Saint-Point, nous, dans la famille, on fait le signe de la croix. Et en Égypte, quand j'ai demandé, mais c'est quoi cette espionne pour les Français? Et les Français d'Égypte, mais c'est elle espionnée pour les Anglais. Donc voilà des femmes dont le destin est sacrifié à cause de préjugés des uns et des autres. Donc cette fille a déjà, à 13 ans, elle publie son premier poème parce qu'elle est persuadée qu'elle va être comme son oncle.
Donc, il y a ça, un premier mariage raté complètement, du bovarisme plein. Elle rêve de Paris, elle rêve d'autre chose. Son mari qui meurt, on la soupçonne de l'avoir tuée. Personne ne peut dire si c'est elle ou pas. Et puis après, elle tombe amoureuse de Charles Dumont, qui deviendra plusieurs fois ministre et qui l'emmène à Paris. Paris 1900, elle arrive donc à Paris. Paris, voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette époque de la belle époque. Et elle reste 4 ans et elle dit non. Moi, le mariage, ça ne me convient pas. Cet homme, il m'ennuie. Et elle commence à prendre des amants et plein d'amants. Et elle devient à Paris, on la connaît parce que il y a un certain député de Paris à l'époque qui est battu un soir à l'élection parce qu'il a trop veillé avec Valentine de Saint-Point. Enfin, elle commence à faire des petites histoires comme ça. Et puis après, elle connaît son amant pendant 10 ans, ça va être Ricciotto Canudo, qui est un Italien, c'est celui qui a inventé le mot 7e art pour le cinéma, qui lui aussi écrivait, etc. Et avec Canudo, il devient la curiosité de Paris. C'est-à-dire que c'est une femme qui va vivre sa sexualité publiquement, qui va publier des manifestes sur la luxure, qu'on appellera Messaline, qu'on appellera la muse pourpre, parce qu'elle se promène avec des genres de tissus transparents où on voit son corps. Et un politique qui s'approche et qui voit ce drapé rouge, la muse pourpre, transparent, et sur lequel il y avait des chardons, des dessins, et dit mais madame, c'est quoi cette transparence avec des chardons? Pourquoi des chardons sur cette transparence? Et elle dit c'est pour attirer les ânes. Donc alors, c'était comme ça tout le temps. Et donc elle devient la scandaleuse de Paris et elle publie ses manifestes qui sont traduit dans 23 langues, et elle devient la Messaline, et elle, bien sûr, c'est la race latine, c'est l'Occident, elle est pour la guerre au Maroc et en Tunisie, pour la colonisation, l'inspiration nietzschéenne, la puissance de la race occidentale. Puis tout d'un coup, il y a la Grande Guerre, et elle se rend compte que l'Occident, c'est pas ça, que c'est des intérêts matérialistes, que ça ne marche pas. À mon avis, elle prend de l'âge aussi, et elle commence à devenir dans la spiritualité. Alors, c'est la première qui va lancer l'idée ce que Sarkozy a fait il n'y a pas longtemps, c'est elle. La première, en 1917, elle lance en Corse l'Union méditerranéenne, avec un institut où elle fait venir les orientaux et les occidentaux, et elle dit, voilà, je vais faire l'union de la Méditerranée, je vais faire l'union de l'Orient et l'Occident. Et là, ça ne marche pas. Vous m'arrêtez, hein, le patron du Figaro, qui était son amant aussi, lui donne ce qu'il faut. Elle habite au château Scudo en Corse, qui sera habité après par le chanteur Tino Rossi. Donc c'était son château à elle d'abord. Et puis à un moment, donc, les Occidentaux n'y croient pas. Et elle dit, je n'arrive pas à travailler, à faire la Méditerranée chez vous, je vais la faire sur l'autre rive. Elle arrive en Égypte. Voilà, et effectivement, c'est important de préciser que cette femme qui avait beaucoup d'énergie, qui s'est essayée dans tous les arts, qui a été modèle aussi pour Rodin, par exemple, sans doute aussi sa maîtresse, mais peu importe, qui a fait de la danse, qui est partie aux États-Unis, se produire avec une espèce de nouveau concept, vraiment qui a une inventivité, une gourmandise dans tous les sens du terme. Mais finalement, oui, elle est déçue. Elle est déçue d'abord par la politique, quand elle voit ce qui arrive à son mari, là, Charles Dumont. Elle est déçue par ce milieu. Elle est déçue par le milieu des lettres aussi. Parce qu'elle n'est pas assez reconnue. À la fois, on l'admire, à la fois, peut-être une forme d'incompréhension, de mépris, peu importe. Et c'est parce qu'elle n'est pas reconnue chez elle qu'elle décide d'aller au Caire. Mais chose importante, c'est qu'elle se convertit aussi. Alors justement, ça, et là, on va revenir à Lamartine, parce que c'est ça l'inspiration lamartinienne. Parce que en revenant des États-Unis, donc elle lance une danse. Maintenant, on est en train de se souvenir de Valentine de Saint-Point, et à Beaubourg, ils ont fait toute une manifestation un petit peu autour d'elle. Elle a lancé la métachorie, qui est une danse tout à fait extraordinaire. Elle a lancé l'idée du genre, l'idée de, par exemple, elle parle de virilité et de féminité dans une même personne. Tout ça, c'était vraiment... l'androgyne, la question de l'androgyne. Elle était la première à l'avoir posée. Et c'était beaucoup plus audacieux que Colette, etc. Elle est allée au-delà de la sexualité et elle formait avec Ricciotto un trio avec un autre.
Donc, tout ça, à un moment, donc elle dit, je vais faire cette métachorie, les Français ne comprennent pas, je vais la faire aux États-Unis, au Metropolitan Opera House. 1917, les journalistes américains arrivent, ils l'interviewent, elle dit, voilà, je vais faire le grand spectacle du siècle. Et en fin de compte, l'Amérique ne marche plus, c'est la guerre, etc. Donc, elle retourne. Et en revenant en France, elle passe par le Maroc, elle se convertit à l'islam. Dans quelles conditions? On ne sait pas. Mais on sait qu'elle admire déjà beaucoup la civilisation musulmane grâce à ce que Lamartine écrit. Et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Elle la reprendra jusqu'à sa mort en Égypte. On dit que Lamartine se serait convertie à l'islam. En fait, Lamartine, c'est vrai, quand vous relisez Le Voyage en Orient, il y a des bohémiennes qui sont passées un jour et elles lui disent mais ça se voit dans ta main, tu es d'origine arabe. Et Lamartine dit, mais notre nom, effectivement, c'est pas Lamartine, c'est Lamartine. Donc il a arabisé son nom. C'est Lamartine, c'est de l'histoire, ça. Et après, quand il ira au Liban, Hayem connaît sans doute l'histoire, quand il arrive donc voir cette Lady Stanhope, qui est une autre folle voyageuse anglaise, il veut être reçu par elle. Et Lady Stanhope dit, je n'ai pas le temps. On lui dit, mais c'est un grand poète de France. Qu'il attende, elle dit. Il attend, et après des heures, elle le reçoit. Et quand il entre, elle dit, déchausse-toi, montre-moi tes pieds. Elle tient son pied, elle dit, tu as le pied de l'arabe, il est, sa forme, etc. Donc, Valentine de Saint-Point va reprendre tout ça. Quand elle arrive en Orient, elle se fait appeler comtesse de Saint-Point parce qu'elle sait que les Orientaux adorent les titres. Et elle dit, mais mon oncle était converti, et moi aussi. Et voilà, je porte son croissant. Et Lamartine avait un croissant dont elle avait hérité. Donc, tout ça, c'est une histoire, à mon avis. Tout ce qui a compté pour cette femme, c'est de devenir la Lady Stanhope anglaise et le Laurence d'Arabie française, c'est-à-dire le Laurence qui ne trahit pas, parce qu'elle détestait Laurence d'Arabie. Elle dit, il travaille pour les intérêts anglais, moi je travaille pour les Arabes, parce qu'après, elle va être l'égérie et la pastonaria des Arabes. Elle va lutter pour la cause arabe, pour l'islam. Enfin, je me demande même si elle n'est pas à l'origine un peu de l'islamisme actuel, parce qu'elle était, ben oui, elle luttait pour à l'ONU. Enfin, l'ONU, avant, c'était les nations, comment ça s'appelait ? Société des Nations. La Société des Nations, elle dit, mais c'est pas possible, il faut une force islamique. Dans la Société des Nations, elle va dilapider tous ses biens pour créer une revue qui s'appelle Le Phénix pour la renaissance de l'Orient, et elle va lutter corps et âme contre la colonisation à tel point qu'elle va être massacrée. Symboliquement parlant, on lui demande ou de se taire ou de partir dans son pays, et elle choisit de rester en Égypte, et elle se tait, et après elle meurt dans le silence total. Et elle devient une soufie. Ceux qui connaissent René Guénon, quand il meurt, c'est la seule qui est à son chevet, et elle rentre dans une sorte de folie mystique. Elle s'assoit par terre, elle ne parle que l'arabe, elle ne fréquente plus les Occidentaux, et quand elle meurt, il y a 2 personnes qui sont derrière elle, et tout ce qu'elle laisse, moi j'arrive alors au consulat d'Égypte, et j'ai dit, mais pourquoi? Elle avait laissé un tas de choses. Et en fait, quand elle meurt, son secrétaire universel, son légataire universel vient au consulat de France, il dit, voilà, nous avons tous les biens de Valentine de Saint-Point. À l'époque, il y avait des dessins de Rodin, il y avait des livres. Et le consulat dit, non, qu'est-ce que c'est que ces vieilleries? Ou alors, on vient faire un tri. Et le type dit, jamais. Vous marcherez sur mon corps, mais vous viendrez. Ou c'est le tout, ou vous prenez rien. Et donc, ils ont tout gardé. Et j'ai su, malheureusement, en 2016, tout a été vendu aux particuliers. Merci beaucoup, Fauzia, pour cette explication, cette longue présentation. Alors, on n'est pas tout à fait sûr qu'elle était espionne, mais peu importe, elle en avait en tout cas sans doute la possibilité, la figure, le style. Et de l'espionnage au roman policier, je glisse, si vous permettez, Laurence Gavron, puisque, en effet, la trilogie romanesque dont je parlais tout à l'heure est une trilogie dont Fouta Street a apparu en 2017 avec le prix d'aventure dans la collection Le Masque, et met en scène, on retrouve votre policier Jules Faye. Voilà, Jules Souleymane Faye. Alors Jules, j'imagine que c'est aussi peut-être un clin d'œil à Jules Maigret, mais peut-être que c'est mes lectures simnoniennes qui m'ont influencé. Je ne pas que Maigret s'appelait Jules.
Eh ben voilà. Parce qu'en réalité, au Sénégal, tous les gens qui s'appellent Souleymane, on les appelle Jules. C'est ce qu'il dit en C'est effet, vrai. mais je me suis dit que pourquoi pas, ça pouvait être aussi un clin Ça d'œil. aurait pu, ça aurait pu. Et donc, vous mettez en place donc une formidable intrigue à la fois entre le Sénégal, le nord du Sénégal et la ville de New York, à travers des quartiers Harlem et Brooklyn en particulier, à travers cette diaspora sénégalaise assez nombreuse. Est-ce que c'est 600 000 ou est-ce que j'ai rêvé? Ouh, 600 000, ça me paraît quand même beaucoup. Je crois que je ne sais plus combien c'était. Officiellement, c'était peut-être 30 000 dans une association. Il y en a beaucoup plus. Mais il y en a Il y en a énormément. beaucoup plus, je Donc pense. on découvre. Il n'y a pas que les Sénégalais, parce que moi, ça parle beaucoup des Peuls enfin, dans ce C'est vrai. livre-là. Et donc, les Peuls, il y en a dans toute l'Afrique, jusqu'au nord du Cameroun. Et dans ces associations, je me suis documentée, je suis allée les voir, etc., avant d'écrire le livre. Il y a beaucoup de Sénégalais, il y a des Mauritaniens, il y a des Nigériens, il y a des Camerounais, et puis il y a aussi des Pakistanais. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est la religion. Mais les Peuls, il y en a dans tous les pays, quoi, vraiment beaucoup. Mais du coup, qu'est-ce qui vous met en route dans cette histoire? C'est parce que justement, à New York, vous vous rendez compte qu'il y a une forte communauté Peul et vous vous dites, tiens, ça serait intéressant de faire un parallèle, en l'occurrence de raconter l'histoire d'une très jeune fille qui vient donc du nord du Sénégal, qui a 17 ans, encore mineure, est envoyée par sa famille épouser un Sénégalais qui, lui, s'est installé, qui a une trentaine d'années, qui aide beaucoup d'ailleurs les gens à s'insérer. Et il se trouve qu'il va y avoir disparition, meurtre, malveillance. Et du coup, vous alternez les deux récits des deux continents. Comment elle vient, cette idée de ce voyage à Alors, travers, cette idée, je ne sais jamais exactement comment viennent les idées, mais c'est vraiment... Bon, d'abord, moi, je rêvais, comme je disais tout à l'heure, je rêvais d'écrire déjà un roman policier, parce qu'au départ, je ne suis pas du tout écrivaine, donc je suis cinéaste, de faire un roman policier, parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup de romans policiers, surtout américains quand j'étais jeune, et d'en faire un à Dakar. Et après avoir vécu quelques années à Dakar, donc m'être vraiment nourrie, etc., ça, c'est venu tout seul. J'ai écrit le premier roman qui s'appelle Boy Dakar, qui est vraiment sorti tout seul. Je dis toujours, après, c'est plus compliqué maintenant, mais... Vraiment, tout ce vécu comme ça m'a inspiré. Et puis, je me suis dit très vite que j'allais faire une trilogie, sans trop savoir de qui, de quoi. Juste une trilogie avec ce même Jules Souleymane Faye. Et bon, après Boy Dakar, où j'ai l'impression que je disais un peu tout sur Dakar, j'avais envie de bouger. Donc, ça, c'est une amie écrivaine, d'ailleurs, qui s'appelle Ken Bogoul, qui m'a parlé de ses nièces, de certaines de ses nièces qui étaient mariées... ça a un peu changé, mais à une époque, c'était la grande mode d'épouser des émigrés, c'est-à-dire des Sénégalais qui étaient en France, en Italie, en Espagne, qui donc gagnaient bien leur vie, qui n'étaient pas toujours là en plus. Enfin voilà, c'était un peu... Donc les femmes non mais c'est vrai, les filles se faisaient photographier avec des espèces de tenues pas possibles, des rajouts, des coiffures, des maquillages. Et on envoyait ces photos ou ces films par Internet aux émigrés qui choisissaient un peu comme un catalogue. Enfin, c'est vraiment... Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Donc j'ai brodé à partir de ça pour le deuxième livre, pour Hivernage, donc qui est l'histoire d'une jeune fille dans le nord. Donc du coup, je suis sortie de Dakar, dans le nord déjà du Sénégal, à Louga, qui est une ville à peu près 1 heure avant d'arriver à Saint-Louis, et qui donc épouse un émigré. Puis bon, je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe après, mais donc ça, c'était pour sortir déjà un peu de Dakar. Et très vite, j'ai su, oui, très vite, je crois, depuis Boy Dakar, puisque dans Boy Dakar, je dis que la mère de Souleymane Faye a émigré à New York via New York. Donc j'avais déjà cette idée, en fait. C'est un repère. Bon, moi, je connais bien New York, j'y vais très, très souvent, j'ai pas beaucoup d'amis, etc. Et donc, je savais, et je savais aussi par une amie sénégalaise qui m'avait dit qu'il y avait justement cette rue qui s'appelle Fulton Street à Brooklyn, qui est une grande rue où il y a beaucoup, beaucoup de Peuls, et on l'appelle Fouta Street, justement, parce que le Fouta étant la région du nord du Sénégal avec les Peuls, ou la région du nord de la Guinée, Fouta Toro et Fouta Djallon. Voilà, donc, et alors là, je suis partie, je savais juste que je voulais parler, je connaissais un peu le nord du Sénégal, toutes ces régions dont je parle, le Djolof, le Fouta, enfin, le Linguère, toute cette région-là qui est entre la frontière mauritanienne et beaucoup plus bas, entre le centre du Sénégal. Et je ne savais pas du tout quoi raconter. J'ai commencé un peu, j'étais allée dans cette région pour faire des photos, en fait. Quelques années avant, j'avais fait une expo photo, j'avais vécu avec des Peuls nomades pendant 1 semaine. Et donc, j'ai commencé à décrire, à inventer, comme je fais un peu toujours, inventer des personnages et puis les décrire. Et puis après, ça vient tout seul, en général, quand ça marche. Et donc, j'ai effectivement
parler de cette jeune fille, bon, mes romans qui sont policiers, mais qui sont vraiment, comme souvent, un peu un prétexte à de la sociologie, à parler d'un peuple, à parler de gens, de coutumes, de culture, etc. Donc j'ai inventé ce personnage, cette petite jeune fille, à peine, hein, presque une petite fille encore, son cousin à qui on l'a promise à Brooklyn, cette famille, et petit à petit c'est venu, mais je ne savais même pas ce que j'allais raconter, hein, ça c'est venu tout seul, un peu en me basant beaucoup sur cette culture peul qui est très forte et très codifiée comme ça. Voilà. Mais justement, ce qui est très intéressant de ce que vous dites de ce voyage, de cette jeune fille qui est élevée très traditionnellement, qui baisse les yeux, qui fait attention à la façon dont elle est vêtue, qui n'ose pas trop se manifester. Quand elle arrive à New York, bon, déjà, elle ne parle pas la langue, mais en fait, elle est un peu timide. Et puis, en fait, assez vite, elle va prendre ses repères. Elle va même à la fin travailler comme serveuse dans un bar. Elle apprend la langue. Donc, ce qui est formidable, c'est de voir qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'un choc des cultures, un choc des civilisations. Et en fait, ce qui paraît pourtant pas si évident, cette jeune fille de 17 ans va s'adapter. Est-ce que c'est un peu exceptionnel, ça, ou pas? Est-ce que c'est une vision un peu optimiste? Peut-être, mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer la capacité d'adaptation de toutes les communautés, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire quand on arrive dans un autre pays, enfin les États-Unis ont montré ça, toutes les communautés, quelles qu'elles soient, européennes, africaines, etc., sont arrivés là-bas, et puis après le rêve américain, encore plus que les autres. Enfin, c'est un côté comme ça. Moi, je suis petite fille d'émigrés juifs d'Europe centrale, et c'est drôle, ça n'a vraiment rien à voir, mais j'ai très souvent pensé, en côtoyant ces peuls, et la manière dont ils vivaient de manière souvent très traditionnelle, très simple, et dès qu'ils venaient à la ville, les plus grands intellectuels sont souvent issus de cette ethnie. Enfin, c'est une capacité d'adaptation comme ça poussée... Et puis les gens les plus progressistes, je veux dire les gauchistes, tout ça, toujours, souvent c'est des peuls, comme souvent c'est des juifs, ça a été des juifs en France. Donc j'avais fait un parallèle comme ça, mais je ne sais pas, c'est peut-être une vision un peu optimiste, c'est pas une histoire vraie évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'en même temps l'émancipation de cette jeune fille qui va oser faire des choses, je ne veux pas trop dévoiler parce que c'est vraiment un livre qu'on lit avec beaucoup de bonheur là aussi. Elle va devenir à la maison, on voit bien son père qui va réunir les autres sages, c'est un peu la honte de la famille. Donc ça veut dire que le voyage, la liberté de cette femme, l'émancipation de cette jeune fille, eh ben, ça a un prix parce que c'est une transgression. Oui. C'est-à-dire que c'est une communauté, elle est Peul, elle ne vient pas de Dakar, hein, elle vient c'est des Peuls nomades qui vivent en brousse, dans des cabanes. La seule chose moderne, ce que je dis dans le livre, c'est qu'ils ont tous le téléphone portable parce que c'est très pratique et qu'ils le mettent très très haut dans les arbres pour pouvoir capter. Mais c'est quand même, on est dans un autre siècle. Hein, et donc pour eux, la principale valeur dans le code des valeurs, c'est la fierté, c'est l'honneur. Donc quiconque déroge à cet honneur, c'est terrible, quoi. Donc effectivement, elle s'est très vite adaptée, très vite modernisée. Avec ce prix, mais bon, en même temps, sa mère lui pardonne, puisque sa mère va aller la rejoindre et l'aider à la fin. Mais pas le père. Non, pas le père. Bon, le père, il est trop occupé à trouver une nouvelle femme. Voilà, tout est dit. Muriel Augry, est-ce qu'elles sont dans la transgression aussi, ces femmes qui font le voyage en Égypte au XVIIIe siècle? Oui, au 19e. Au 19e. Oui, bien entendu, ce sont des femmes fortes. Alors, comme je vous disais, je me suis intéressée à 5 ou 6 femmes. Je vais les citer. Alors, Louise Collet, dont je vous parlerai peut-être un petit peu plus. Les Françaises Olympe Audouard. Valérie de Gasparin, qui est suisse. Juliette de Robersart, qui est belge. Donc Amalia Nizzoli qui est suisse. Je les ai mises ensemble pour les besoins d'une exposition et d'un livre et d'un catalogue que j'avais fait. J'ai laissé de côté les voyageuses anglaises parce que beaucoup plus d'études avaient été faites. Et donc je me suis intéressée à ces femmes qui, bien entendu, ont un caractère plus que trempé. Hein. On est dans les années 1830, entre 1830 et 1850.
1860. Et partir, quitter la France pour aller déjà même en Espagne, en Andalousie, aller en Andalousie est quelque chose de périlleux, d'audacieux. Hein. On se confronte aux brigands, etc. Et alors, évidemment, quand on quitte l'Italie et quand on va vers l'Égypte, vers la Syrie, vers la Palestine, là, le danger est aux portes. Alors, ces voyageuses, il y a 2 types de voyages. Soit elles partent avec leur époux, soit en effet elles partent toutes seules. Moi je me suis intéressée plutôt à celles qui partaient seules. Et elles ont besoin de justifier leur voyage. Elles partent, elles sont conférencières, elles sont journalistes ou elles sont infirmières. Pour toutes ces femmes auxquelles je me suis intéressée. C'est-à-dire qu'elles vont faire œuvre utile, elles vont partir pour avoir un rôle dans le pays et pour relater au retour leur vécu. Ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est que elles ne sont pas monolithiques. Ce sont des femmes avec également, si elles partent même seules, elles ont souvent des enfants qu'elles ont laissés. Et Louise Collet, justement, dit au moment où le bateau lance la vapeur dans l'air, je me dis que je ne retrouverai jamais ceux qui me sont chers. Et que j'ai fait donc l'erreur de ma vie à me lancer dans cette aventure. Et puis dès que le paquebot s'éloigne, eh bien là tout d'un coup l'aventure les anime. Donc ce sont des femmes qui ont un caractère voilà, plus que trempé, qui n'hésitent pas à se déguiser parfois en homme pour plus de facilité, pour plus se fondre dans la foule, ou bien qui conservent les tenues très très féminines. Et d'ailleurs, dans le catalogue que j'ai fait, j'ai trouvé des photos avec des femmes qui montaient au pied des pyramides, enfin qui escaladaient les pyramides, pardon, avec un corset. Donc je me demande comment la chose était... Et qui était poussée par les fesses et puis tirée par les bras. Enfin bon, on essayait de... bon, ou alors pour les faire monter aussi sur les ânes, mais même sur les ânes avec une espèce de grande robe encore plus ou moins crinoline, ça devait être quand même assez compliqué. Est-ce qu'elles ont laissé des traces, ces femmes, ou c'est aussi un peu comme Valentine de Saint-Point, elles ont été reléguées dans l'oubli, hélas, parce que... Non, alors, elles ne sont pas très, très connues, puisque... peut-être que les noms, justement, que je vous dis... bon, par exemple, Juliette de Robersart, la Belge, je sais que, justement, avec des amis belges, m'avaient dit je ne connaissais absolument pas, merci de nous l'avoir signalé, on va voir dans les archives qu'est-ce que l'on a. Moi, il y en a une qui me fascine, c'est Olympe Audouard. Elle est complètement... Les jeunes de maintenant, nos adorables jeunes de tout à l'heure, auraient dit elle est complètement déchirée. Enfin, elle est folle dingue, cette dame. Mais elle est absolument géniale. Il faut vraiment écrire. Sa vie est un roman. Mais est-ce qu'elle a écrit, elle ? Alors, elle écrit, bien entendu. Elle a écrit plus de 2000 pages sur l'Égypte, qui n'ont jamais été republiées. Donc, j'attends la retraite pour m'y mettre. Parce que non, c'est vraiment... cette Olympe Audouard, elle est née dans le sud de la France, justement, et elle dit elle-même, si je me permets cet humour, c'est parce qu'elle dit elle-même qu'elle est née en mars et dans le sud de la France, et que donc le vent lui a donné cet air, ce dynamisme qu'elle aura toute la vie. Elle a épousé un mari notaire qui était fort ennuyeux, qu'elle a laissé tomber assez rapidement. Et puis, elle a donc voyagé. Elle a vécu 2 ans en Égypte. Elle a vécu 6 ans en Amérique. Elle a vécu aussi 8 ans en Russie, en Russie. Et elle a écrit donc des ouvrages dont des titres assez amusants. C'est Guerre aux hommes. Elle était considérée comme une féministe belliqueuse de la part de ses confrères masculins. Mais elle dit une phrase que là j'ai sortie, que je trouvais très belle. Olympe Audouard explique justement son penchant par les voyages, par le soin que son père a apporté son éducation, et là je la cite,
qui lui a permis de braver le préjugé qui veut qu'une femme ne soit ni auteure ni conférencière, qu'elle ne se lance pas dans les voyages périlleux et que la politique soit lettre morte pour elle. D'où l'intérêt de faire l'inverse. Mais en fait, Exact. c'est un peu le point commun d'ailleurs Oui. de tous vos personnages, c'est d'avoir été élevés dans un carcan culturel, politique ou d'un pays ou un patriarcat tout simplement, et qu'elles ont poussé les murs et ouvert les portes pour justement aller voir plus loin, quoi. Oui, mais là, ce qui m'intéresse, c'est de voir que c'est son père, quand même, qui l'a élevé dans ce souhait justement de prendre position et de s'affirmer. Donc, les voyageuses qui partent donc pour l'Orient, à l'époque, sont des femmes qui sont très cultivées. Hein. Ce sont des femmes qui ont lu, hein, et d'où le fait également de l'éducation, hein, pour acquérir cette liberté. Ce sont des femmes donc, qui ont lu, et ce sont des femmes qui écrivent. Alors pour citer justement Louise Collet, qui est celle sur laquelle j'ai travaillé le plus, puisque j'ai fait une très grosse préface du livre qui s'appelle « Les pays lumineux ». Ces pays lumineux, c'est un récit posthume du voyage qu'elle a fait. Elle avait été invitée par le journal Le Siècle pour l'inauguration du canal de Suez, donc en 1869. En 1869, Louise Collet, comme elle est une muse vieillissante, hein, elle n'est plus la superbe femme qu'elle fut dans sa jeunesse. Mais justement, elle va nous donner un témoignage qui est, à mon avis, bouleversant. Louise Collet, je pense que elle est beaucoup plus connue. Louise Collet, c'est la muse de Flaubert, hein, mais c'est également, là aussi, la maîtresse de Vigny, de Delacroix, de beaucoup d'autres. Donc, on a de Louise Collet un petit peu cette image d'une femme, certes superbe, qui a joué de ses attraits, qui est montée, elle aussi, dans la capitale, qui a publié de la poésie, qui a eu un prix de l'Académie française, suivi d'autres prix lorsqu'elle était très jeune. Elle a joué de ses charmes, elle en a profité plus que de raison. Mais à un certain moment, elle s'affirme autre. À un certain moment, donc, soit avec la maturité, soit voilà, elle se lance dans le journalisme, et elle part pour l'inauguration du canal de Suez. Et à un certain moment, les journalistes, évidemment, s'intéressent beaucoup moins à elle, et donc elle plaque tout le monde, et elle part en Haute-Égypte, sur les traces de son ancien amant de Flaubert, qui avait déchiré son cœur 20 ans avant. Et donc, elle va laisser des traces de ce voyage qui sont absolument passionnantes. Et pour revenir aussi dans le contexte moderne, lorsque moi j'ai commencé ces recherches, c'est un peu comme Faouzia le disait, moi, mes amis archéologues du musée égyptien, je dirais, pas aussi momies mais disons des messieurs assez quand même ridés et empâtés, m'ont dit... C'était quand même il y a aussi une vingtaine d'années, m'ont dit, écoutez, chère madame, chère mademoiselle, oui, c'est très gentil ce que vous allez faire, enfin c'est un peu léger, mais enfin si ça peut vous faire plaisir, faites. Donc ils m'ont donné les archives, j'ai pu fouiller, etc. J'ai fait mon bouquin, j'ai fait mon expo, enfin bon, moi je me suis dit, toc, pof, on va droit devant soi. Et après, j'ai quand même été content qu'un ami archéologue m'a dit, et finalement, c'est pas si bête ce que vous avez fait. Finalement, dans les récits, il y a énormément, alors peut-être aussi à titre plus anecdotique, mais vraiment des anecdotes qui justement sont utiles pour les scientifiques, pour les archéologues. Donc, ne minimisons pas les récits mineurs, quels que soient-ils, et également les récits de ces femmes. Elles apportent énormément. Évidemment. Faouzia, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je voudrais ajouter les noms de deux folles voyageuses encore, qu'il ne faut pas oublier, Isabelle et Bérard, puisque tu parlais donc de ces femmes qui se déguisaient et qui est morte donc en Algérie, et la comtesse d'Andurin qui, dans les années 30, épousait des Bédouins par l'intermédiaire desquels elle passait les frontières en Moyen-Orient et qu'elle assassinait ensuite. Il y a des histoires extraordinaires sur ces femmes. Deuxième chose, je veux revenir à ces femmes qui ont été en Égypte au XIXe siècle.
il ne faut pas oublier les Saint-Simoniennes. Donc ce sont des femmes qui ont scandalisé les Égyptiens à l'époque, parce que non seulement elles étaient habillées bizarrement, mais elles bossaient comme les mecs, et c'était pas dans les mentalités. Et troisième chose, c'est dire que ces femmes-là, ces journalistes, elles vont être les premières en Orient sur qui on va quand même prendre un modèle. Ce ne sont pas les hommes qui vont donner un modèle de femmes d'émancipation aux orientales. On oublie souvent de dire que les premières voyageuses sont aussi des femmes que les orientales ont voulu suivre, avec lesquelles elles ont découvert une émancipation possible. Et la troisième chose, et ça, Muriel, on pourrait le travailler ensemble, moi, depuis des années, quand on a fait une thèse en littérature comparée, on sait ce que c'est que tout le monde sait ce que la thèse de l'Orient masculin. Vous connaissez la thèse de Édouard Saïd, l'Orient est une création de l'Occident. Eh bien, quand vous relisez ce livre, ça, chaque fois que je le dis, ça scandalise les gens, mais c'est comme ça, eh bien, vous trouvez peu de femmes. Or, reprendre cette lecture du voyage, mais au féminin, vous donne un point de vue complètement différent. C'est-à-dire, alors que les hommes allaient occidentaux vers l'Orient avec une forme de conquête et de virilité, les femmes y allaient avec une forme d'écoute et d'ouverture, et de toutes les façons, c'était les seules qui avaient accès au harem. Parce que vous avez vu que les hommes nous décrivent les harems orientaux, on se demande comment ils ont pu mettre le pied dedans. Et donc, c'est à travers ce regard des femmes que l'Orient devient non seulement une curiosité, mais devient un destin. Et ces femmes, souvent, meurent là-bas. Elles ne reviennent pas. Et donc, quand c'est la courbe d'un destin, c'est quand même plus que l'orientalisme, c'est autre chose qu'il va falloir redéfinir et qui est une capacité des femmes à l'altérité, tout simplement. Merci beaucoup, je suis désolée, il est déjà presque l'heure de la fin de notre rencontre, puisque derrière, il y a une belle lecture aussi qui nous attend. Mais merci beaucoup à toutes les trois, parce que justement, ces femmes, vous ne les avez pas oubliées. Grâce à vous, on les retrouve dans les livres, on voyage avec vous, on a envie d'aller sur leurs traces. Vous-même, vous voyagez sur les traces de ces femmes. Donc un peu, la boucle est ainsi bouclée. Et puis voilà, vous rendez hommage au travail de ces personnes qui ont été un peu oubliées. Mais maintenant, on s'en rend compte à quel point elles sont importantes. Merci beaucoup à toutes les trois. Et on pourrait travailler entre nous aussi. Ça serait super. Merci.